Imaginez un homme qui, à chaque fois qu'il se regarde dans un miroir, espère secrètement apercevoir un petit peu du reflet de Steve Jobs. Imaginez cet homme qui a le don incroyable de toujours tout présenter comme un succès, alors même que l'échec est évident. Imaginez cet homme qui, à tous ses dîners entre amis, fait une promotion inconditionnelle de l'entrepreneuriat, alors même que ses parents l'hébergent sur un canapé pour qu'il puisse mettre son appartement sur Airbnb. Vous l'aurez peut-être deviné, cet homme, il est devant vous, c'est moi. Alors pas moi exactement maintenant, plutôt le moi d'il y a 12 ans. Il y a 12 ans, j'avais 25 ans et je venais de créer mon entreprise. Et à cette époque-là, j'étais à la fois hyper confiant à l'avenir et terrorisé par demain. Je souffrais, je pense, d'un paradoxe classique de l'entrepreneur, qui est celui d'avoir à jongler avec des responsabilités quotidiennes, tout en assumant un énorme syndrome de l'imposteur. Et puisque j'ai monté une entreprise de service, très rapidement j'ai dû embaucher, et donc très rapidement j'ai dû manager. Et pour moi, manager à l'époque, je suis souriant, je suis sympa, dynamique, je vois pas le problème. Oui, puisque dans mon cerveau de l'époque, manager, ça veut dire interagir avec des gens. Et ça, moi, depuis que je suis tout petit, à l'école, dans le sport, dans la vie, j'ai jamais eu de problème. Alors on avance. Roule ma poule. J'étais, sans le savoir, en pleine crise d'ultra-crépidarianisme. Ça vous parle? L'effet Dunning-Kruger, peut-être? C'est la même chose? Ça a été popularisé pendant le Covid par un monsieur que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Étienne Klein, et qui nous a expliqué le phénomène qui a fait de nous tous, les fesses posées devant notre télé, des experts en Covid-19. Le principe est simple. Vous regardez une émission de télé, vous lisez un article, et il se passe ceci. Votre confiance augmente énormément, alors même que votre compétence, elle n'augmente pas des masses. Et c'est un phénomène qui peut faire que le soir même, après avoir lu votre article ou regardé votre émission, vous allez vous retrouver à un dîner face à un bac plus 15 dans le domaine, et puis vous allez naturellement vous considérer comme son égal. Le verre de rouge aidant. Alors, cet effet-là, c'est un biais cognitif humain hyper classique, auquel vous pourrez repenser pendant les fêtes, quand votre beau-père vous expliquera avec aplomb tout ce qu'il y a à savoir sur les punaises de lit ou l'intelligence artificielle. Et vous le voyez, la courbe, elle monte très vite côté confiance, très peu côté compétence, et donc ça fait une forme de montagne. Et cette montagne, on l'appelle la montagne de la stupidité. Et tout là-haut, c'est moi. Et après cette montagne, il y a une vallée. C'est le moment où la compétence augmente et où on prend conscience. Et fatalement, la confiance, elle en prend un petit coup. Cette vallée, on l'appelle la vallée de l'humilité. Et une bonne manière de prendre le chemin de la vallée de l'humilité et de conscientiser l'impératif, à un moment donné, de monter en compétence, c'est de se prendre des claques. Mais avant ça, sur la montagne de la stupidité, il y a quand même un intérêt, notamment quand on crée une entreprise. Parce que si on savait en amont toutes les emmerdes qu'on allait avoir à gérer, personne ne bougerait d'un iota. En revanche, après, il faut passer de l'adolescence à l'âge adulte, et donc, comme je le disais, monter en compétences réellement. Je voudrais vous parler aujourd'hui de tous les échecs qui m'ont permis de prendre le chemin de la vallée de l'humilité. On est en 2012, je viens de monter mon entreprise, j'ai 25 ans, comme je vous l'ai dit, et vu que j'ai monté une entreprise dans la propreté industrielle, une entreprise de nettoyage, tous les jours, je suis sur le terrain avec mes équipes. Je fais le ménage, je suis crédible, on communique, on est quelques personnes et la culture, c'est nous. Et puis l'entreprise grossit et petit à petit, je me détache de l'opérationnel. Et à ce moment-là, je me souviens très bien que je commence à entendre des phrases du genre « le projet, c'est plus le même, il a un peu perdu son âme », bref. Petit à petit, je me rends compte que la culture d'entreprise se délite. Premier échec, rupture avec mes collaborateurs. On est maintenant en 2015, ça fait 3 ans que j'ai créé l'entreprise et j'ai le plaisir d'être rejoint par un associé qui est aussi un ami d'enfance. On est super complémentaires, il est ingénieur, j'ai fait une école de commerce.
On a une confiance aveugle l'un dans l'autre, on se connaît depuis la 6e. Et la routine fait son effet, le temps passe, ce qui faisait nos forces se retourne contre nous. Confiance, compétences complémentaires, on oublie de communiquer. On finit quasiment par gérer 2 boîtes distinctes au sein de la même boîte. Saupoudrez tout ça d'un évitement systématique des conflits et d'un peu d'ego, et vous obtenez un conflit d'associés. Deuxième échec, fracture avec mon associé et ami d'enfance. On est maintenant en 2020, période Covid, qui a mis mon business complètement à plat, mais on est quand même à peu près 300 collaborateurs, et les gens me disent que j'ai réussi mon projet d'ascension. Ouais, j'ai peut-être réussi mon projet d'ascension, mais moi j'ai le sentiment d'avoir gravi la mauvaise montagne. J'ai pris 15 kilos, je suis hyper stressé. Alors oui, j'ai une doudoune sans manches, j'ai levé des fonds, et j'ai un MacBook, donc je suis un putain de cliché. Troisième échec, fracture avec moi-même. À ce moment-là, je suis face à mon rêve, celui de devenir un entrepreneur solide qui gère une boîte robuste. Je vois plein de portes pour y arriver, mais j'ai pas les clés. En revanche, j'ai une conviction, c'est que ces clés, je les obtiendrai en assumant ma vulnérabilité, en assumant mes échecs et en me cramponnant à mes rêves. Je décide à ce moment-là de m'entourer, de me faire accompagner et de travailler fort pour craquer mes sujets. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui 3 des clés qui m'ont changé la vie. La première de ces clés, c'est l'écoute active. Autant que je m'en souvienne, dès que je parle à quelqu'un, au bout de quelques secondes, j'ai envie de répondre quelque chose. J'ai envie de réagir, soit parce que j'ai envie de briller, soit parce que j'ai l'impression que je connais le sujet et que je sais de quoi on va parler, donc j'ai envie de gagner du temps, d'être efficace. Le problème avec ça, c'est qu'au-delà de devenir quelqu'un d'un peu exaspérant, vous vous privez aussi d'une grande valeur. J'ai découvert l'écoute active au cours d'une soirée d'entrepreneurs. Il y avait un coach qui nous a fait faire un exercice extrêmement simple. Il nous a donné 10 minutes, il nous a dit vous vous mettez face à face par groupe de 2 et pendant 5 minutes chacun, vous allez vous parler avec interdiction formelle pour l'autre de réagir. J'ai commencé par écouter. Comme d'hab, au bout de 20 secondes, j'ai envie de réagir. À mon corps défendant, je me tais, puisque c'est l'exercice. Et je découvre que ce sur quoi j'aurais rebondi spontanément, c'était pas du tout le sujet. J'aurais été totalement à côté de la plaque. Et puis, je vois la personne élaborer sa pensée et, au final, trouver elle-même la solution au problème qu'elle m'exposait. Et c'est ça l'écoute active. Ça permet aux gens de leur donner le pouvoir de trouver leur propre solution et puis surtout d'éviter de répondre à côté du sujet. À mon tour de parler, et là c'est très simple, pendant 5 minutes j'ai pu moi-même élaborer ma pensée, trouver mes mots, prendre le temps, et je me suis jamais senti aussi écouté et respecté. Et globalement, entre nous, ça a créé une relation de confiance. Donc l'écoute active, c'est une solution très simple, enfin, je vous invite à tester l'exercice des 5 minutes, vous verrez que c'est pas si simple que ça. Mais ça permet d'établir la confiance, de favoriser l'écoute et de créer un lien entre les personnes qui est extrêmement fort. Et avec mes collaborateurs, au début de mon entreprise, je peux vous garantir que j'aurais bien aimé connaître cette technique. La deuxième clé que j'ai à vous proposer, c'est la communication non violente. J'ai toujours eu un fonctionnement un peu binaire avec des interlocuteurs. Soit je suis aligné avec la personne, on se met d'accord très vite, en quelques secondes. Soit je suis pas d'accord, et là il y a un petit phénomène de la cocotte minute. Je peux ne pas rebondir, ne pas parler, la frustration monte, et puis à un moment je dis ce que j'ai à dire, et forcément ça peut sortir de travers. C'est rarement propice à des discussions hyper saines. Avec la communication non violente, j'ai découvert les principes d'une confrontation saine et authentique. La communication non violente, elle se traduit par un acronyme. OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous avez une journée hyper chargée, vous êtes à la minute près, et puis il y a un de vos rendez-vous qui arrive avec 20 minutes de retard. 2 options. Vous le recevez, et puis vous lui dites, de toute façon, mon temps, tu le respectes pas, t'en as rien à foutre, on annule, et puis on se reverra peut-être à un moment. C'est crédible.
Et je vous donne maintenant l'option communication non violente. Lorsque tu arrives en retard, observation, j'ai le sentiment que mon temps n'est pas respecté. Sentiment. Or, j'ai vraiment besoin de manager mon planning efficacement. Besoin. Pourrais-tu m'expliquer les raisons de ton retard et potentiellement faire en sorte que ça n'arrive plus? On traite le même sujet, mais les deux manières de le traiter sont bien différentes, puisque dans un cas, il n'y a pas de probabilité d'escalade. C'est ça la communication non violente. C'est gérer un conflit, gérer une situation qui pourrait amener à l'escalade, sans permettre qu'elle escalade. C'est extrêmement puissant dans le quotidien, et je peux vous garantir que si j'avais connu ça avec mon associé, on n'en serait pas arrivé là. Alors avec l'écoute active et la communication non violente, vous avez déjà deux clés qui sont suffisamment solides, mais j'en ai une troisième à vous proposer, qui est ma chouchoute. C'est la responsabilité absolue. Tout au long de ma vie d'entrepreneur, j'ai eu à gérer des problèmes. Que ce soit un client qui part pour les raisons qui lui sont propres, un collaborateur avec lequel les choses tournent au vinaigre, ou même une bonne vieille pandémie qui me tombe sur le coin de la figure et qui met mon business totalement à plat. Et à ce moment-là, c'est super tentant de blâmer des personnes ou de blâmer la vie. Sauf que c'est pas possible avec la responsabilité absolue. La responsabilité absolue, c'est se poser une question en se regardant droit dans la glace. Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que les choses se passent différemment? Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que les choses se passent mieux? Globalement, dans une entreprise, ce que ça permet, c'est de mettre à plat la culture du blâme, de mettre à plat la culture du reproche et de reprendre une culture de la responsabilité. Si tout le monde appliquait ça, je peux vous garantir que la planète tournerait mieux. Alors, je vous donne 3 clés qui m'ont énormément aidé dans ma vie pro évidemment, mais également dans ma vie perso. Et s'il y a 3 choses que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que, premièrement, le management, c'est un art. C'est pas une science exacte. Avec de super ingrédients, vous pouvez faire un super dîner, mais en suivant une recette de grand chef, la probabilité de le faire est quand même nettement supérieure. La deuxième, c'est que la communication, c'est comme la danse. On peut se dandiner devant le DJ et passer une super soirée. En revanche, si on veut monter sur scène et devenir Michael Jackson, il faut bosser. Alors, formons-nous. Et le troisième point, et ça c'est plus une intuition, c'est que le monde évolue à une vitesse folle, que la jeunesse d'aujourd'hui a des exigences et des demandes qui ne sont pas du tout celles de la jeunesse du passé, et que notre rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, c'est d'être les garants d'un futur qui a du sens. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de devenir de super managers, et je vous souhaite que la force du management bienveillant et inspirant soit avec vous. Merci pour votre écoute.